Bonjour, dans ce nouveau chapitre de ce cours sur les notions de base de l'Active Directory, nous allons nous intéresser aux groupes. Nous allons notamment voir les différentes étendues possibles pour un groupe, ainsi que les différents types de groupes, et également les groupes par défaut. Donc lorsque l'on crée un groupe, on a une fenêtre comme celle-ci, où l'on va devoir choisir entre l'étendue du groupe et ensuite un type de groupe. Donc c'est notamment pour cette raison que je souhaitais faire un chapitre là-dessus, car c'est une notion très importante. Alors commençons par la notion d'étendue de groupe. Alors il faut savoir qu'il y a trois étendues différentes pour les groupes Active Directory. Nous avons tout d'abord les groupes qui ont une étendue domaine local, c'est-à-dire qu'un groupe qui a une étendue domaine local peut être utilisable uniquement dans le domaine dans lequel il est créé. Autrement dit, on ne pourra pas utiliser ce groupe pour accéder à des ressources d'un autre domaine, enfin pour donner des droits à ce groupe sur une ressource qui est dans un autre domaine. Donc dans ce groupe domaine local, néanmoins, on peut avoir comme membres des utilisateurs bien sûr, mais aussi des groupes à étendue locale, globale ou universelle, ce qui offre une possibilité intéressante en termes d'administration. Ensuite, nous avons les groupes qui ont l'étendue globale, qui sont utilisables dans le domaine local, bien sûr, dans les sous-domaines, ainsi que dans tous les domaines approuvés par le domaine dans lequel est créé ce groupe. Donc c'est utilisé pour contrôler l'accès aux ressources sur le domaine local et tous les domaines approuvés. Et nous avons l'étendue universelle, qui elle est vraiment là pour avec une portée maximale. C'est elle qui va vous permettre d'avoir accès au maximum de ressources, avec le moins de limitations, on va dire. Elle va permettre d'avoir des accès sur l'ensemble de la forêt. C'est-à-dire que si dans votre forêt, vous avez plusieurs domaines, plusieurs arbres avec plusieurs domaines et sous-domaines, un groupe avec l'étendue universelle peut potentiellement avoir des droits sur l'ensemble de ces domaines dans la forêt. De la même manière, si l'on a une relation d'approbation entre plusieurs domaines, on pourra utiliser ce type de groupe. Alors, je vais prendre un exemple pour schématiser ces trois étendues différentes. Donc, nous avons ici une arborescence avec une forêt unique qui est constituée de deux domaines. Le domaine itconnect.local qui a deux sous-domaines et le domaine learnonline.local qui a lui trois domaines enfants, trois sous-domaines. Si l'on crée un groupe comptabilité ici de domaine local sur le domaine paris.itconnect.local, ce groupe a une étendue qui est uniquement au niveau de ce domaine-là. Par contre, si on crée un groupe qui s'appelle groupe direction ou autre chose, mais qui lui a une étendue globale sur le domaine Learn Online, qui approuve du coup systématiquement tous ces sous-domaines, on peut utiliser ce groupe sur le domaine parent, la racine, donc learnonline.local, ainsi que sur les trois sous-domaines qui sont ici. Et enfin, on peut imaginer avoir un groupe informatique qui lui a une portée maximale grâce à l'étendue universelle qu'on va lui attribuer. Donc il a une portée maximale au niveau de la forêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui va lui permettre d'accéder à l'ensemble des domaines et sous-domaines de la forêt. Donc c'est pour ça que lui, il englobe l'intégralité de l'architecture Active Directory. Il peut être utilisé pour accéder à n'importe quelle ressource dans votre forêt. Donc voici concernant les étendues de groupe. Maintenant, nous allons passer aux différents types de groupes, une notion beaucoup plus simple à comprendre. Déjà, il faut savoir qu'il y a seulement deux types de groupes au niveau de l'Active Directory, les groupes de sécurité et les groupes de distribution. Un groupe de sécurité va permettre de gérer les autorisations d'accès à des ressources. Par exemple, on va donner les droits à un groupe de sécurité pour accéder à une imprimante ou pour accéder à un partage de fichiers sur un serveur ou accéder à un serveur en bureau à distance par exemple. Donc voici pour les groupes de sécurité, c'est vraiment de l'accès aux ressources. Quant aux groupes de distribution, quant à eux, ils sont orientés pour la partie messagerie.
Si vous avez un serveur Exchange notamment, ou même une autre solution, vous allez créer un groupe de distribution pour créer une liste de distribution. Autrement dit, dans ce groupe de distribution, vous allez mettre des utilisateurs, et si on envoie un mail à l'adresse mail du groupe de distribution, toutes les personnes qui seront dans ce groupe vont recevoir l'email. Donc c'est vraiment deux usages différents. D'un côté, la partie sécurité, accès aux ressources, et de l'autre côté, la partie messagerie. Un groupe de sécurité, au même titre qu'un utilisateur, dispose d'un SID, d'un identifiant de sécurité, mais ce n'est pas le cas d'un groupe de distribution, puisqu'il n'y a pas de réel intégré à avoir un SID sur un groupe de distribution, puisqu'il ne sert pas à gérer les autorisations, mais seulement à créer des groupes au niveau de la messagerie. Donc, il faut savoir qu'il est possible de convertir un groupe de sécurité en groupe de distribution, mais l'inverse est également possible. Donc, c'est une petite subtilité qu'il faut connaître. Nous allons directement passer maintenant aux différents groupes par défaut. Donc, nous retrouvons trois types de groupes par défaut au niveau de l'annuaire Active Directory. Nous avons ce que l'on appelle les groupes intégrés, built-in, que l'on retrouve directement ici dans votre annuaire au niveau de l'OU built-in. C'est une OU, une unité d'organisation qui est créée par défaut lorsque l'on crée un domaine, et elle va contenir différents groupes qui ont toujours une étendue locale et qui vont permettre d'assigner des autorisations sur des fonctions d'administration. Par exemple, on va retrouver le groupe administrateur Hyper-V. Ce groupe va permettre de donner un accès complet et illimité à toutes les fonctionnalités liées à Hyper-V sur l'un de vos hyperviseurs. Voilà par exemple, après on retrouve des groupes comme les opérateurs d'impression, de chiffrement ou de sauvegarde. À chaque fois, ça sert vraiment à donner des droits sur des fonctions spécifiques, plutôt que de donner des droits d'administration qui seront beaucoup plus globaux, et ce n'est pas forcément l'intérêt et non plus l'idéal en termes de sécurité. Nous avons ensuite les groupes spéciaux qui sont gérés directement par le système et dont on ne peut pas du tout modifier les membres. Je fais notamment référence au groupe Tout le monde et au groupe Utilisateur authentifié. L'utilisateur authentifié va permettre d'englober n'importe quel utilisateur sur le domaine qui a une session ouverte et donc qui s'est authentifié auprès du domaine. Et nous avons les groupes prédéfinis qui sont similaires, on va dire, aux groupes intégrés, qui sont eux aussi créés par défaut, sauf qu'à la différence des groupes intégrés où on pourrait modifier l'étendue, sur les groupes prédéfinis, ce n'est pas possible. Enfin, c'est vraiment ça la différence, la subtilité entre les deux, sinon en termes d'usage, c'est la même chose. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma part au niveau de la présentation des groupes au niveau de l'Active Directory. J'espère que mes explications sont claires. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, et je vous propose dès maintenant de passer au chapitre suivant.